Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon. Je voulais d'abord remercier Dorian et Jean-Nicolas pour l'organisation de ces journées d'études et aussi d'avoir l'opportunité pour moi de présenter mes travaux de recherche. Donc là, je vais vous parler du docteur Philippe Ancos. Ça ne constitue pas le cœur de ma thèse, c'est une petite partie de ma thèse, mais j'avais envie de présenter sa trajectoire d'acteur, donc acteur pluriel. J'ai essayé de respecter l'esprit de l'appel à communication. Donc moi, dans le cadre de mes recherches, donc je fais une thèse dirigée par Jean Saint-Martin et Tony Froissart. Donc c'est pour ça que je suis à l'université de Strasbourg, mais aussi rattaché à l'université de Reims. Dans le cadre de ces recherches sur l'éducation physique des élèves déficients, des élèves vulnérables qu'on appellerait aujourd'hui élèves en situation de handicap, sous le second XXe siècle, donc de 1945 à 2005. Le nom du docteur Philippe Ancos est apparu plusieurs fois, notamment durant la période de la 4e République. Et j'ai voulu chercher qui était cet homme, parce que dans les travaux en socio-histoire, on va y revenir, du sport et de l'EP, donc dans cette historiographie, finalement, il n'y avait pas pléthore de recherches sur cet acteur, sur ce médecin, sur cette personne. Je vais y revenir. Et j'ai voulu aussi retracer son parcours et sa trajectoire pour voir comment on a institutionnalisé un dispositif phare, un instrument qui va trier les corps, le contrôle médical à l'école et en éducation physique. Donc pour les besoins de ma thèse, je suis arrivé sur ce personnage que vous voyez ici en 1960. Donc c'est l'homme que vous voyez sur le screenshot au crâne dégarni et aux belles lunettes. Donc j'ai voulu trouver des informations sur ce docteur, mais à part quelques données générales, notamment dans la thèse de Tayeb El Boujoufi, je suis arrivé dans une sorte de vide, en fait, où la trajectoire du personnage était n'était peu claire. Donc pour cette communication, je vais essayer d'éclairer la trajectoire du docteur, un acteur peu connu, en tout cas me semble-t-il, ayant joué un rôle prépondérant dans le développement de la médecine, du sport et de l'EP. Donc, il faut savoir que pendant presque plus de 20 ans, donc de la période vichysoise au début des années 60, il a été l'un des maîtres d'œuvre pour gérer les dossiers qui croisent médecine, EP et sport au sein du bureau médical du CG-EGS, puis de l'ADGE-EPS qui a été dirigé par Gaston Roux jusqu'en 1958 notamment. Donc cette invention du contrôle médical a déjà été bien analysée par certains chercheurs. Donc l'idée ici n'est pas de faire un éloge du médecin en le plaçant sur le devant de la scène. Il faut se rappeler peut-être des préceptes de Marc Bloch en se méfiant de l'idole des origines. Donc le contrôle médical est développé en France à partir des années 20, mais de manière assez éparse et privée. Certains clubs se dotent de commissions médicales. Donc là, je fais notamment référence aux travaux de Jacques de France, mais vous avez aussi l'Université de Grenoble en 1936 qui prévoit une organisation de la médecine préventive. Donc c'est aussi quelque chose qui vient de l'université. Le contrôle médical, que je dirais CM ici pour abréger, donc ce CM est déjà réclamé par Jean Zay sous le Front populaire et Léo Lagrange, mais c'est bien au début des années 40 et sous Vichy que l'orientation de ce contrôle médical va se préciser. Si la charte des sports du 20 décembre 1940 exige d'établir un contrôle médical avant l'obtention d'une licence sportive, c'est la circulaire du 1er juillet 1941 du CGEGS qui précise l'injonction en le rendant obligatoire pour les sportifs de moins de 20 ans. L'histoire de la médecine sportive durant la première moitié du XXe siècle a déjà été travaillée par De France, j'ai déjà cité, ou Tayeb El Boujoufi, mais on a aussi les travaux de Baptiste Viau qui apportent des jalons aussi assez nouveaux et éclairants. Donc j'ai voulu voir si derrière cette institutionnalisation du dispositif contrôle médical, il y avait une personne avec une histoire particulière qui pouvait expliquer, à côté du dirigisme et des volontés de Vichy, qui pouvait expliquer la trajectoire prise par le dispositif. Et pourquoi en fait ce dispositif, en tant qu'instrument qui va trier les corps,
va se développer et s'épanouir sous la 4e République à partir de 1946. Il s'agit aussi d'interroger des acteurs et des actrices qui ont œuvré à cette histoire du sport et de l'EP, car derrière les lois et les ministères, il y a des personnes avec des réseaux différents, avec des sensibilités divergentes. Il y a des logiques individuelles singulières qui s'insinuent à l'intérieur même des logiques structurelles, pour reprendre les propos de l'historien François Dauss. Donc, juste pour préciser, avant de vous présenter rapidement mon corpus, précision théorique et sémantique. Alors, pour l'instant, j'ai employé quelques notions, comme celle de trajectoire, que j'emprunte à une sociologie particulière. Donc, la notion de trajectoire est empruntée ici à la physique. Elle renvoie à la base à un déplacement d'un mobile dans un espace. D'un déplacement d'un mobile qui bouge, qui se déplace dans une configuration, si vous me permettez l'expression, qui est empreinte à Norbert Elias. Donc ici, la notion de trajectoire utilisée comme un outil théorique permet de réinsérer la biographie dans des structures sociales et de rendre compte de certaines logiques et tendances qui permettent d'éclairer le travail de Philippe Ancos dans la médecine de l'EP. J'ai été aussi agréablement, j'étais très content de voir les mentions faites dans l'appel à communication à Bernard Lahire, parce que cet acteur sur lequel je zoome aujourd'hui a tout l'acteur pluriel. Si on reprend l'acteur pluriel 1998 de Bernard Lahire, les ressorts de l'action. Donc il faut remettre aussi de la complexité dans des trajectoires de vie d'acteurs, pour comprendre aussi pourquoi certains dispositifs et certaines idées se poursuivent, par exemple, entre deux moments politiques assez forts, à savoir Vichy et la 4e République. Donc, concernant ces travaux, je me suis appuyé sur différentes archives, différents versements, notamment les versements jeunesse et sport, disponibles à Pierrefitte, les versements ministère de l'Éducation nationale, mais aussi ceux des PPT, et on va voir très rapidement pourquoi. J'ai trouvé aussi via Gallica, notamment beaucoup de coupures de presse dans lesquelles écrivait Philippe Ancos. Je me suis aussi appuyé sur les différents ouvrages du médecin Philippe Ancos pour croiser toutes ces sources, d'une vidéo aussi disponible à l'iconothèque de l'INSEP de 1946, développée par la DGEPS, et d'un ouvrage assez compliqué à traiter pour l'historien, parce qu'il s'agit là d'une sorte d'éloge à Philippe Ancos. Donc c'est l'ouvrage en rouge que vous voyez en haut à gauche, donc un ouvrage qui est disponible à la BNF ou à la BSG, c'est les seuls endroits où j'ai trouvé cet ouvrage. Et c'est Jacqueline Ancos, la dernière femme et la troisième et dernière femme de Philippe Ancos, qui a écrit cet éloge et son parcours de vie en tant que personne investie dans différents milieux. Donc j'ai adopté, en tout cas surtout pour cette source, Philippe Ancos, un serviteur inconnu, la méthodologie classique en histoire avec une critique externe assez serrée. Vous comprendrez pourquoi. Donc, alors, pour construire pour cette présentation va se découper en 3 moments, avec un premier moment qui sera centré sur l'enfance et l'adolescence de Philippe Ancos, avec ses premiers sauts dans le sport et la médecine, avec une deuxième partie où on va zoomer sur l'acteur en tant que médecin de plus en plus politisé. On va voir qu'il se rapproche dans les années 30 des milieux de la droite très conservatrice et très nationaliste, donc il ne sera pas considéré comme de l'extrême droite pour les historiens politiques de ces années-là. Et une dernière partie où on va zoomer et analyser son rôle moteur dans l'institutionnalisation à partir de 1945 des groupes d'aptitude et du contrôle médical, jusqu'à 1964, date de sa retraite anticipée, où là il va laisser sa place au plus jeune Henri Perrier, chef du médical. Donc, concernant sa prime enfance, donc, Philippe Ancos est né le 2 janvier 1900. C'est bon, ça refonctionne. Donc, né à Paris le 2 janvier 1906, donc il est né dans un début du XXe siècle où l'enseignement primaire est déjà bien installé en France.
où l'enseignement primaire est déjà bien lancé. Son grand-père, c'est intéressant à noter, son grand-père fit des études de médecine en Espagne. Il est précurseur des médecines douces, en quelque sorte, de l'homéopathie. Sa grand-mère était espagnole, ses grands-parents paternels viennent s'installer à Paris en 1869. Son père, est médecin et fondateur de l'ordre des Martinistes, un courant franc-maçonnique ou paramaçonnique selon les avis. Donc un courant de pensée occultiste, une chaîne maçonnique de mysticisme judéo-chrétien. Donc c'est aussi pour ça que c'était assez compliqué à appréhender la trajectoire de la personne, parce qu'il fallait être aussi un spécialiste du courant franc-maçonnique, en tout cas du courant de l'occultisme, ce que je ne suis pas du tout. Donc c'est pour ça que cette présentation et ces premiers travaux comportent aussi leurs limites. Il faudrait trouver des spécialistes qui travaillent sur les francs-maçons dans l'histoire du sport, dans l'histoire de l'EP, dans l'histoire tout court, pour pouvoir comprendre pleinement le personnage. Donc, dans sa biographie qui a été réalisée par Jacqueline Ancaus, sa dernière femme, il faut savoir que son père a fait la Grande Guerre et que Philippe Ancaus perd son père quand il a 10 ans en 1916 à cause de la Grande Guerre. Et c'est à ce moment-là, juste avant la mort de son père, que selon la légende, il a été consacré dans l'ordre franc-maçonnique du courant occultiste. Dans sa biographie, on voit aussi qu'il a de très bonnes notes au lycée. Donc, il est passé par le lycée Condorcet et aussi le lycée Hoche à Versailles. Donc, c'est quand même un grand lycée bourgeois de la région parisienne à l'époque. Donc, selon les historiens de l'éducation, ce lycée Hoche serait même plus conséquent que le lycée Louis-le-Grand, par exemple, ou le lycée Henri IV. Donc, il a pour l'instant un parcours assez élitiste. Il faut savoir qu'il est travailleur consciencieux et qu'il obtient son baccalauréat vers 1924. À partir de là, il va préparer son PCN, donc physique chimie naturelle de médecine. Et pour participer aussi à ces études, il faut savoir que le lycée gratuit est instauré à partir de 1930. Donc lui, en fait, il doit payer son lycée et payer ses études. Donc c'est pour ça qu'il enchaîne beaucoup de petits métiers, comme il est représentant en lingerie, il est aussi pointeur dans des théâtres. Donc il fait beaucoup de petits métiers pour nourrir et subvenir à ses besoins. Là, je vous ai mis par exemple une lettre de Raymond Poincaré, donc le président, qui répond à Ancaus, parce que Ancaus avait envoyé textuellement une demande d'embauche à Raymond Poincaré, et Raymond Poincaré lui répond par la négative en lui disant en 1926 que non, nous n'avons pas dans la présidence de poste à vous proposer tout de suite. Donc c'était assez intéressant. Concernant ensuite sa passion pour le sport, donc il faut savoir qu'il découvre le sport au lycée, il se construit progressivement une expérience de sportif, parce que vous voyez toutes les compétitions auxquelles il participe entre 1924 et 1927, donc c'est assez rigolo de voir qu'il note scrupuleusement toutes les médailles qu'il obtient grâce à ces compétitions. Donc vous voyez par exemple qu'il obtient un rasoir Gillette, qu'il obtient un stylo, un vase de salon, un porte-cigarette, etc. grâce à ses prouesses techniques, notamment en saut en hauteur. Donc c'est un sauteur, Philippe Ancaus, dans les années 20. Il faut savoir aussi, très rapidement, parce que ça participe de sa trajectoire de médecin sportif et d'homme, en tout cas, qui s'investit dans les bureaux du commissariat notamment, c'est qu'il investit la sphère du journalisme. Il devient journaliste sportif pour des journaux plutôt modestes. Donc, ce n'est pas l'élite du journalisme à cette époque, Philippe Ancaus. Donc, il va écrire notamment pour le Cri sportif, pour l'Intransigeant, pour Match et pour le Bulletin du Stade français. Il faut savoir qu'il voue aussi une certaine forme d'adoration à Pierre Levden, donc Pierre Levden qui a été quand même classé au JO de Paris en 1924, qui est aussi sauteur en hauteur. Et il faut savoir que c'est un modèle pour Philippe Ancaus, en tout cas ce collègue qui est journaliste et aussi sportif. Très rapidement, pour terminer, sur son réseau dans le milieu sportif, il faut savoir qu'il participe à des émissions radiophoniques, à la TSF notamment, à des émissions tous les matins, matinales, dans les années 20, où il va proposer des minutes de gymnastique pour proposer aux écouteurs de faire de la gymnastique dans leur salon en écoutant la TSF, donc la première forme de radio sans fil. Donc, à partir de là, je fais un petit saut dans l'histoire, mais je vais y revenir juste après. Comment
il arrive dans les bureaux de l'éducation physique et des sports et comment il arrive dans les petits papiers de Borotra pour être nommé médecin-chef dans le bureau médical du CGEGS. Donc là, je vais faire référence aux travaux de Jean-Louis Guélesco. Donc c'est dans une période agitée où la tâche de Borotra, au début du CGEGS, est d'imaginer puis de construire un service fidèle aux idées prônées par Vichy en matière d'éducation, que Philippe Ancos est nommé, donc c'est noté juste ici, est nommé à titre provisoire sous-chef du bureau, première classe, au docteur Ancos. C'est publié dans le JO du 15 janvier 1941. Donc, selon Jacqueline Ancos, sa dernière femme, c'est grâce à Gaston Roux qu'il avait connu pendant la guerre, qu'il avait apprécié, qu'il obtient ce poste. Il faut savoir que Gaston Roux et Philippe Ancos étaient de grands amis. Alors après, à savoir comment il a fait Gaston Roux, puisqu'il était en off-lag pendant la guerre, il faudrait savoir comment il a pu transmettre l'idée à Borotra, alors vous avez peut-être des pistes, pour proposer Philippe Ancos, en tout cas, à cette intégration. Mais on va voir comment aussi, de manière détournée, comment il a pu rentrer dans le CGEGS. Donc pour une histoire de Gaston Roux ou alors de Vichy, vous avez notamment les travaux de Marianne Lassus qui raconte cette période et la vie de Gaston Roux, en tout cas dans l'off-lag où il est interné. En tout état de cause, les deux hommes, donc Gaston Roux et Ancos, se sont sûrement rencontrés à l'école de Joinville, puisqu'il est nommé en 1934 médecin auxiliaire à l'école supérieure d'EP de Joinville. Donc vous voyez qu'on est encore à cheval entre le sport et la médecine. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le médecin, ce médecin Philippe Ancos, qui est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, sera aussi médaillé de la Résistance. Donc ça, c'est très intéressant pour un fonctionnaire ou un fonctionnaire en poste à Vichy, parce qu'il faut savoir qu'en 1944, l'administration éducation physique et sport est épurée. Là, je fais référence aux travaux de Marianne Amar notamment et de Marianne Lassus, qui parlent d'une épuration qui a eu lieu, mais qui est quand même différenciée et qui est au cas par cas. Donc, un Philippe Ancos qui est reconduit médecin sportif pour la DGEPS, c'est quand même assez notable. Alors, est-ce que c'est grâce à Gaston Roux? Est-ce que c'est grâce à ses activités de résistant pendant 40-44? Donc ça reste des questions à éclairer. Donc j'avance très rapidement parce que Johan me rappelle le timing. Pour ce qui nous arrive au grand 2, et un parcours politique et politisé où, dans les années 30, finalement, Philippe Ancos va se rapprocher des Croix de Feu, va rapprocher du PSF, Parti social français, à ne pas confondre avec le PPF. Et là où il va flirter, où on aura un Philippe Ancos un peu plus sulfureux, parce que là, ces partis-là ou ces mouvances-là font quand même partie de la droite très, très conservatrice de l'époque et très nationaliste. Donc là, on a un Philippe Ancos, docteur au CGEGS, qui va faire des rapports sur l'organisation des sports, qui va participer aussi aux travaux du CGEGS. Donc c'est pour ça que c'est un personnage assez intéressant et assez mystérieux. Et il faut savoir aussi que selon l'historien Pierre Guillaume, qui l'évoque dans un ouvrage sur le rôle social des médecins, je cite Pierre Guillaume, « Les médecins qui adhèrent ou qui accordent leur sympathie à ces mouvements, donc Croix de Feu, PSF, seront aussi les plus motivés pour pousser à la création d'un ordre des médecins s'inscrivant clairement dans une perspective corporatiste. Ils seront aussi prédisposés à soutenir le régime de Vichy ou plus précisément les thèses de la Révolution nationale. » Donc ce n'est pas un hasard si, après 1944, l'ordre des médecins est farouchement opposé à un personnage comme Ambroise Croizat ou farouchement opposé à la mise en place de la sécurité sociale. Bref, on voit qu'il écrit dans différents journaux. Alors en général, c'est des journaux à droite, donc le journal interne au Parti social français, donc comme par exemple Le Flambeau.
Il se fait attaquer par la FSGT, naturellement il se fait attaquer par tous les journaux de gauche ou les journaux communistes, mais il va quand même publier en 1937 un rapport où là il va mettre les bases de la médecine, de l'éducation physique et des sports, il va les mettre texto qui seront reprises quasiment, en tout cas sous Vichy. Donc je ne vais pas détailler parce que j'ai pas trop de temps, mais regardez, réforme des programmes scolaires, politique des petits stades, grande importance du contrôle médico-physiologique des sujets pratiquant l'EP au sein du parti, et la fiche médico-physiologique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en 1945. Et il a un souhait, il le dit texto dans le texte, c'est avoir une politique de l'EPS de la nation. Et dans ce texte aussi, dans ce court texte qui est assez éloquent, il veut développer une forme de savoir nager. Donc on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était déjà un savoir nager en acte. Donc là, c'était Philippe Encausse en 1937. Donc intéressant pour les IO qui seront publiés en 1941 et qui sont aussi publiés en 1945 après, parce qu'on voit que les idées, finalement, elles passent les différents espaces. Donc, très rapidement encore sur cette affinité politique, j'en termine avec mon grand 2 là-dessus, il faut savoir que cette affinité politique est d'autant plus intéressante que le docteur Marcel Collet est membre aussi des Croix de Feu et il fut un ami assez proche de Philippe Encausse. Et il faut savoir que Marcel Collet fréquentait comme Borotra Jean Ibarnégaré, qui est un célèbre orateur du PSF et qui était aussi ministre d'État sous Vichy, ministre des Familles si je ne me trompe pas. Donc là, on a des liens très intéressants dans la trajectoire de l'acteur et dans ses affinités politiques. Donc très rapidement, j'avance, parce que je vois que je dépasse un petit peu, sur 1938, date à laquelle il intègre les PTT, donc en tant que médecin. Il intègre les PTT en 1938 et là, il va faire des rapports où il va inspecter les différents facteurs des PTT, donc des postes, télégraphes et téléphones, donc quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et il faut savoir qu'à l'époque, la santé pour les PTT était quelque chose d'important puisque les facteurs pouvaient parcourir des kilomètres à pied. Donc il fallait contrôler leur santé. Et c'était Philippe Encausse qui a été missionné de mettre en place un contrôle médico-physiologique pour contrôler la santé de ces facteurs. Il faut savoir que la nomination au CGEGS a été validée par Marcel Collet, des Croix de Feu, et que finalement le cadre fixé par le CGS en termes de contrôle est appliqué par Philippe Encausse au PTT. Si vous comparez les rapports des PTT faits par Encausse et le contrôle physiologique des facteurs et par exemple les instructions ministérielles de 1945, on a déjà dans les rapports de Philippe Encausse les 4 groupes physiologiques qui ont été repris par le bureau médical en 1945. Donc là, on a une affiliation qui est assez intéressante. Je ne dis pas que Philippe Encausse a inventé le contrôle médico-physiologique, ça serait une erreur historique et historiographique, mais là, on a quelqu'un qui propose un dispositif, et en tout cas qui est convaincu par un dispositif et qui peut s'épanouir sous Vichy et sous la 4ème République dans ce dispositif. Donc très rapidement, la question de l'épuration a déjà été dite. Donc 1945, donc là je renvoie à l'ouvrage sorti en 2018 de Fortune, Dutheil et Lemonnier qui le montre très bien, donc cette période de reconstruction physique, une reconstruction des corps et de la nation. Donc je vais assez vite. Donc là on a un Philippe Encausse, donc vous voyez que Gaston Roux remet une légion d'honneur à Philippe Encausse. C'est pas anodin, puisqu'en connaissance de cause de l'amitié entre les deux hommes. Et pour appuyer aussi ces propos, donc c'est le moment d'un contrôle médical qui est institutionnalisé pour trier les élèves. Donc là, je pense au groupe d'aptitude et au contrôle médical. Des centres de rééducation physique à partir de 1946 qui voient le jour pour les élèves du groupe 3. Donc là, c'est le placement au sein de ces centres. Et enfin, une gymnastique adaptée, la gymnastique corrective, par exemple, pour les élèves du groupe 3, selon les IO de 45, pour rééduquer ces élèves en fonction du groupe d'aptitude. Donc ce qui est rigolo aussi, ce qui est intéressant à noter plutôt à partir de l'après-guerre, c'est que Encausse s'entoure de différents médecins comme le docteur Ballan, comme le docteur Jugon, pour organiser cette éducation physique de plus en plus à visée sanitaire et préventive. Et enfin, il faut savoir que le docteur Encausse est aussi à la base de la création du groupement latin de médecine du sport en 1956, donc c'est important le mot latin, puisque j'ai vu dans les archives nationales qu'il y avait des rivalités avec la FIMS, la Fédération internationale de médecine sportive, où Encausse, là, avec cette création, voulait replacer la France sur le devant de la scène
grâce à cette fédération. Et je finis sur quelques statistiques concernant l'explosion du nombre de centres de rééducation physique. Donc là, je fais référence au même ouvrage cité en 2018. Donc vous voyez que là, les centres de rééducation physique se développent aussi pour préserver, sous Philippe Ancos, hein, jusqu'en 64, on est sous Philippe Ancos, et c'est de là que sortent toutes ces décisions du bureau médical. Et une dernière, pour ne pas finir que sur l'éducation physique scolaire, une dernière donnée sur 1945-1962 et le contrôle médical extrascolaire sur les sportifs. Donc on pourra prolonger avec les questions. Désolé Johan pour le retard. J'essaie d'être vite.